Pour commencer, je voudrais vous dire qu'on est content au niveau des organisateurs de votre présence, de vous accueillir pour cette soirée. Alors, nous sommes là pour un couple d'heures. Alors, je vous rappelle que c'est un événement qui est organisé dans le cadre de l'adaptation radicale francophone, dont je vais vous dire quelques mots. Et nous avons ce soir 3 intervenantes. Donc, moi, je suis Thierry et je participe régulièrement aux discussions pour orienter, animer le mouvement de l'adaptation radicale avec plein d'autres personnes. Et je m'occupe aussi régulièrement d'ouvrir les portes avec Nadège qui est aux manettes. Alors, j'en profite pour remercier aussi Nadège et puis Julien qui sont dans les coulisses et puis qui s'occupent de la technique. Donc, merci. Alors, pour démarrer ce soir et avant de rentrer dans la conférence, pour ceux qui ne connaissent pas trop le mouvement de l'adaptation radicale, on m'a demandé de présenter ça rapidement et ensuite je laisserai la parole aux intervenants. Bon, alors, adaptation radicale, c'est une traduction de Deep Adaptation, qui, si on le traduisait littéralement, ça voudrait dire adaptation profonde, mais en français, on aime bien changer les choses, alors on a appelé ça adaptation radicale. D'ailleurs, le même nom que le livre de son initiateur, qui est Jem Bandel. Alors, c'est un livre qui est sorti en septembre 2020 et qui s'appelle donc Adaptation radicale. Alors, l'adaptation radicale, c'est à la fois un programme, un cadre de réflexion et d'action, mais aussi une communauté de personnes qui anticipent l'effondrement de la société à plus ou moins brève échéance. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut aussi se rentrer dans le processus d'effondrement, du coup, d'effondrement psychologique soi-même. Mais il y a peut-être autre chose à faire de plus utile et de se dire que si on en prend conscience, on va pouvoir s'engager pour que les choses évoluent de manière à ce qu'on trouve une société qui soit résiliente. Alors, une fois qu'on parle d'effondrement, bien sûr, du coup, on comprend que l'adaptation radicale, c'est un mouvement qui est assez proche du mouvement qu'on connaît mieux en France, qui est le mouvement de la collapsologie. Dans le dernier numéro d'Yggdrasil, qui est une revue portée par tout un groupe de collapsologues et en particulier Pablo Servigné. Alors, le sous-titre, c'est Effondrement et renouveau. Dans le numéro 6, dans le numéro de l'automne 2020, il y avait tout un dossier qui présentait l'adaptation radicale. Donc, on part du principe que nous sommes dans un processus d'effondrement, tel qu'il est décrit dans l'article fondateur de Jem Bandel. Alors, c'est un article qui date de juillet 2018, et qu'on retrouve d'ailleurs à l'entrée de son livre qui vient de sortir, et où il expose la situation. Alors, je ne vais pas rentrer dans une présentation détaillée ici de Jem Bandel ce soir, mais juste rappeler les valeurs sur lesquelles repose le mouvement de l'adaptation radicale. Les 3 valeurs clés de l'adaptation radicale, c'est la compassion, voilà, la curiosité et le respect. Et puis, je voudrais simplement donner quelques mots complémentaires pour caractériser l'approche de l'adaptation radicale par rapport à notre situation. Et ça repose sur ce qu'on appelle les 4 R. Alors, le premier R, c'est la résilience. Autrement dit, qu'est-ce que nous allons valoriser le plus et qu'est-ce que nous voulons garder et comment faire pour le garder. Et donc, la résilience, c'est la résilience de nos modes de vie, mais c'est aussi la résilience psychologique. C'est de ça qu'on va parler ce soir, ou commencer à parler, parce que c'est un sujet qui est long, profond, avec la question des émotions dans le cadre de l'effondrement. Le deuxième R, c'est le R du renoncement. Alors que pourrons-nous lâcher pour ne pas empirer les choses?
Et là aussi, le renoncement, on comprend que ça nous connecte à des dimensions émotionnelles fortes qui peuvent être douloureuses, quelque chose à voir avec la question du deuil, et on va en reparler ce soir. Le troisième R, c'est la restauration. Il ne s'agit pas de manger, hein, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on va restaurer des choses que l'on peut ramener qui permettraient une résilience pour nous aider à traverser cette période qui peut être difficile. Et le dernier R, c'est le R de la réconciliation. Alors avec quoi? Avec qui? Est-ce qu'on peut faire la paix pour faire face à cette situation et en éveillant notre conscience à notre mortalité mutuelle. Nous sommes tous mortels et puis effectivement, en prendre conscience, ça nous permet aussi d'avancer vers le vivant. Là aussi, on le comprend, nous sommes sur un terrain où les émotions sont véritablement à prendre en compte. Et puis, juste pour terminer sur la présentation de l'adaptation radicale, le mot radical. Le mot radical, j'aurais envie de dire que c'est le R à la racine des 4 autres R. Voilà. Et on comprend que radical ici, c'est pas l'action directe, c'est pas forcément l'action violente, c'est pas forcément l'extrémisme, non, c'est le R de racine, tout simplement. Hein. Et donc, c'est plutôt l'action à la racine de nous-mêmes et des choses. Voilà. Donc, maintenant, pour en revenir au programme de la soirée, je vais laisser la parole aux intervenantes, Charline, Pauline et Emmanuel. Alors, Charline est psychothérapeute. Elle a beaucoup travaillé sur le sentiment de la solastalgie. Et donc, elle va nous en parler ce soir et nous expliquer qu'est-ce que c'est que la solastalgie par rapport à l'éco-anxiété et puis c'est tout cet ensemble d'émotions que nous pouvons ressentir lorsque l'on songe à l'effondrement ou lorsqu'on est dans ce cadre-là. Ensuite, Pauline, qui est facilitatrice de résilience, et puis elle nous expliquera aussi ce que c'est sans doute, vous exposera les différentes phases émotionnelles à travers la courbe du deuil, et donc les émotions et leur rôle par rapport à cette perspective de l'effondrement. Et puis, c'est Emmanuel qui terminera la partie conférence et qui est facilitatrice également et qui nous parlera de l'approche de l'Eco-Voice Dialogue et elle a fondé elle-même le Voice Dialogue Acting. Voilà. Alors en principe, tout ça doit nous amener, si je n'ai pas été trop long, vers 19h20 au moment où commenceront les ateliers participatifs et on terminera la soirée avec une expression improvisée de Waïd Diban qui nous sera présentée par Pauline. Nous allons pouvoir commencer la partie conférence et je vais laisser la parole à Charline. Merci Thierry pour cette introduction. Alors moi, je vais vous parler effectivement de deux termes sur lesquels j'ai pas mal travaillé ces 2 dernières années. Donc, il s'agit de la solastalgie et de l'éco-anxiété. Donc, je pense que pour commencer, ça serait intéressant de déjà définir un peu de quoi il s'agit, de revenir un peu sur ce qui se trame derrière ces 2 termes qu'on utilise de plus en plus là depuis ces 2-3 dernières années. Alors, pour changer un peu, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer une proposition d'illustration, de manière à bien vous montrer la différence entre la solastalgie et l'éco-anxiété. Dans la solastalgie, c'est une forme de détresse qui est rétrospective, c'est-à-dire qu'on constate la dégradation d'un environnement qu'on a connu, alors qu'on est toujours dedans. Donc ça peut être soit constatation de la dégradation d'un environnement ou alors la perte d'un environnement tel qu'on l'a connu. Alors là, j'ai choisi l'exemple des chutes Victoria qui montrent des fluctuations en termes de niveau d'eau. Après, la solastalgie, c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi en fonction du rythme des saisons, c'est-à-dire si vous remarquez que
il y a de moins en moins de ces marqués que là où vous avez toujours constaté qu'en décembre, il y avait de la neige, il n'y en a plus. Ça peut amener ça peut amener à ressentir cette forme de détresse psychique qu'on appelle la solastalgie. Donc, c'est un terme qui a été créé dans les années 2000 par Glenn Albrecht. Glenn Albrecht, il était professeur de développement durable à l'université de Murdoch en Australie. Et ce terme, il l'a créé suite à la constatation de l'émergence de cette forme de détresse psychique chez des fermiers dans la vallée de l'Hudson qui voyaient vraiment tout leur environnement saccagé ou en tout cas dégradé par la présence de mines de charbon à ciel ouvert. Donc, ils entendaient toute la journée le bruit des camions, ils voyaient le joli paysage qu'ils avaient toujours connu se transformer à travers l'irruption de ces mines, et ça a généré donc cette forme de détresse psychique que Glenn Albrecht a appelée solastalgie. Il l'a créé à partir du terme latin solatium, qui veut dire réconfort, et du terme algie, qui vient du grec et qui veut dire la douleur. Donc ça, c'est un terme assez récent, donc année 2000, je vous disais. Et Glenn Albrecht, il a écrit un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Les émotions de la Terre, qui est sorti, je crois, début des années 2000, où il décrit tout le vocabulaire. Ça peut être une suggestion d'ouvrages intéressants à regarder pour compléter un peu cette présentation. La différence par rapport à la solastalgie, alors l'éco-anxiété, c'est une forme de détresse qui est prospective. Donc là, j'ai choisi une illustration qui montre bien qu'on se place dans une optique du futur et que c'est imaginer le futur. Là, on est dans un worst case scénario, dans un cas de scénario assez catastrophique avec un désastre écologique. Donc, c'est imaginer l'avenir et ce qui peut arriver dans l'avenir, qui va générer tout un ensemble d'émotions qui vont d'ailleurs au-delà de l'anxiété, ce que je vais vous expliquer un peu après. Alors, qu'est-ce qui va générer un peu ces différentes émotions ? Il n'y a pas juste la dimension environnementale. Moi, je me suis aperçue en 2019, j'avais fait une enquête une enquête témoignage. Enfin, il y a à peu près 1000 personnes qui avaient répondu, et j'avais demandé aux participants, en dehors des phénomènes un peu environnementaux, est-ce qu'il y avait autre chose qui pouvait les amener à ressentir de l'éco-anxiété ou de la solastalgie. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs qui sont vraiment liés au fonctionnement global du monde, qui vont amener les individus à ressentir ces nouvelles formes de souffrance psychique. Donc, ça peut être tout ce qui est réchauffement climatique, tout ce qui est en lien avec le climat, ce que a bien analysé Jem Bendel dans son premier article. Mais pas que. Il y a aussi tout ce qui touche à l'atteinte aux besoins de base, la menace sur la survie des individus, que ce soit la santé, par exemple. On voit bien avec la crise du Covid, la montée des extrêmes, tout ce qui peut être aussi dimension politique, tout ce qui est aussi inégalité sociale. Ça, c'est un thème qui est assez cher aussi à Jem Bendel, qui parle beaucoup du fait de laisser personne de côté. Et voilà. Et donc, il y a toute cette projection vers l'avenir qui amène les différentes personnes à se poser des questions aussi pour ce qu'il en est de leur avenir professionnel, de la question aussi aujourd'hui de est-ce qu'on fait des enfants, qui est une question qui revient de manière assez récurrente pour moi dans mes consultations. Une manière d'illustrer un peu les différentes thématiques que je viens de vous partager. Donc, on voit bien les dimensions un peu de réchauffement climatique, comment ça impacte toute la dimension environnementale, la jolie crise du coronavirus qu'on est toujours en train de vivre, la dimension aussi de l'économie avec
les craintes de crash boursier, les menaces par rapport à la politique et tout ce qui peut être aussi pénurie et atteinte aux besoins de base. Qu'est-ce que ça génère chez les individus? Il n'y a pas que des émotions d'anxiété. C'est pour ça que moi, je suis un peu sortie de l'utilisation du terme d'éco-anxiété. Il y a tout plein d'autres émotions. On voit là, ça c'est aussi un extrait de l'enquête. Il y avait 175 termes différents qui avaient été utilisés pour partager un peu les différents ressentis des individus. Et les plus importants, la colère, la tristesse, l'espoir et l'impuissance. Voilà, il y a une fluctuation de ces émotions dont Pauline parlera aussi tout à l'heure, juste après, dans tout ce qui est courbe de deuil, avec on passe d'une émotion à une autre dans différentes phases. Et juste pour clôturer ce petit speech sur la solastalgie et l'éco-anxiété, alors est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une pathologie? Alors, pas pour le moment, l'éco-anxiété et la solastalgie, ce n'est pas du tout considéré comme des pathologies. Au contraire, c'est plutôt signe, moi je dis souvent ça, que c'est signe d'une conscience éveillée et d'un regard lucide sur le monde. Après, il n'empêche que c'est vraiment désagréable, un type d'émotion à ressentir. Il faut apprendre à vivre avec plutôt qu'à lutter contre. Et voilà, je pense que pour le moment, c'est plutôt sain comme émotion et c'est plutôt signe d'être tout à fait éveillé par rapport à l'état actuel du monde. Et pour sortir de ces différentes émotions, c'est important de pouvoir laisser la place à la parole, donc ce qui est vraiment le but de l'atelier de ce soir, de cet atelier conférence, de pouvoir un peu mettre des mots sur ce qu'on vit, donc ce qui sera le but des 2 petits ateliers par la suite. Et je m'en arrête là et je passe moi la parole à Pauline. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, je m'appelle Pauline Drepalassi, je suis facilitatrice de résilience et comme l'a dit Thierry, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, j'accompagne le changement, je facilite des groupes et je propose des formations coopératives. Voilà, j'interviens donc auprès d'individus, auprès de collectifs ou de projets qui, à mon sens, sont des graines de résilience sociétale. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous partager mon écran. Donc, je vais vous parler ce soir d'émotions et de changements au regard de ce qui nous rassemble ici, a priori, les risques d'effondrement sociétal. Comme l'a dit Charline, on peut utiliser la courbe du deuil comme outil. Ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe en nous face aux mauvaises nouvelles de notre monde dont elle nous a déjà parlé. Ce modèle est issu des travaux de la psychologue Elisabeth Kubler-Ross et il a été adapté et enrichi par et pour le domaine de l'accompagnement au changement. Alors, ce n'est pas le seul modèle d'accompagnement au changement, mais il est très utile pour traverser certaines étapes de nos vies. Effectivement, la vie n'est que changement. Donc, cette courbe est utile face à des événements qui se déroulent au présent. Donc, ça semble être un modèle pertinent pour la solastalgie, effectivement. C'est plus discutable pour l'éco-anxiété, comme l'a expliqué Charline tout à l'heure. L'éco-anxiété, c'est plus une anticipation. Donc, ce n'est pas sûr que ce modèle soit très parlant pour la comprendre. Et par rapport à ce qu'est l'effondrement, avec un grand E cette fois-ci, de notre société, comme l'explique Vincent Millero régulièrement, on ne peut pas faire le deuil de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Par contre, au regard des faits de l'état de notre planète, des problématiques de ressources, des conséquences sur le réchauffement climatique, du réchauffement climatique, nous avons besoin de faire un certain nombre de deuils pour nous adapter, ce qui nous demandera et nous demande déjà d'effectuer des changements, des transitions. Nous allons devoir renoncer à beaucoup de choses. À mon sens, la première chose, à mon sens, à laquelle nous allons devoir renoncer, une fois que l'on sait, c'est de renoncer à notre vision du futur. Nous avons besoin de lâcher certaines de nos croyances, d'accepter l'instabilité du monde et de revoir notre idée du confort.
Donc, il s'agisse de solastalgie ou d'effondrement. Nous avons à faire le deuil des choses qui disparaissent ou qui n'ont plus de sens, et aussi à faire des choix de renoncement en vue d'adaptation telles qu'elles nous paraissent justes. Dans tous les cas, nous serons confrontés à différentes étapes aux états émotionnels qu'elles génèrent. Donc, je vais vous présenter la courbe du changement qui est un modèle effectivement pour essayer de comprendre les étapes que nous allons traverser. Donc, la première étape, le déclencheur de ce processus, c'est un choc ou une perte ou un réveil. J'aime bien dire aussi un éveil parfois. Charline a parlé d'être éveillée. Je pense qu'effectivement, ça peut être le cas. Donc, la perte, c'est ça le point de départ, elle peut être matérielle, affective, ça peut être une perte de repères, mais aussi de sécurité. L'étape suivante, c'est le déni. C'est une façon de refuser la situation. Ça peut durer un certain temps. Je crois qu'on est dans une société et dans un monde où il y a beaucoup de déni face à tout ça. On n'est pas si nombreux que ça à être éveillés. Après vient la colère. À ce moment-là, dans cette période de colère, on est plutôt en recherche de coupables. On éprouve un fort sentiment d'injustice et on a besoin d'alignement, en particulier avec nos valeurs. Va succéder la peur ou les peurs. Donc les peurs, elles sont générées par des doutes sur notre devenir, un sentiment ou plusieurs sentiments de danger. Ce sont des périodes, quand on est sur cette étape-là, de grande solitude. On a un fort sentiment d'abandon et d'impuissance. Ensuite, on va glisser petit à petit. Vous allez voir que ce n'est pas toujours directement. Vers la tristesse, qui peut aussi aller jusqu'à la dépression. Donc là, on arrive en tristesse parce que c'est vraiment trop dur et on lâche un peu, on lâche prise. Et on a une énergie très basse. Vous voyez sur la droite, si vous n'avez pas les vignettes, sur la droite, vous avez une espèce d'échelle de l'énergie. Quand on fait ce chemin sur cette courbe, on a des variations d'énergie en plus des émotions que l'on ressent. Donc, lorsqu'on est sur cette période de tristesse, voire de dépression, c'est très douloureux et on est en incapacité de saisir les opportunités qui se présentent. Donc, on les refuse en général. C'est une étape qui est difficile, c'est la plus difficile, mais c'est aussi la plus décisive parce que c'est le moment où on commence à affronter la réalité. La suivante, et on voit qu'on commence à remonter la pente, c'est l'acceptation. À ce moment-là, on est en capacité de reconnaître que c'est difficile et de faire avec. L'objet du deuil, à ce moment-là, devient secondaire et on se recentre sur soi et sur ses besoins. Vient ensuite le pardon, qui est en relation en général directe avec ceux qui nous mettaient en colère. Qu'est-ce qu'on pardonne ? C'est ceux contre quoi on était en colère en général. Donc on renonce à accuser, on ne cherche plus de responsable et surtout on ne cherche plus la toute-puissance par rapport à cette perte. Vient ensuite la quête de sens, on se demande comment faire autrement, comment faire sans ce qu'on a perdu. Puis le renouveau et souvent, et la plupart du temps, le ou les cadeaux cachés. Donc ce deuil, c'est ça les cadeaux cachés, nous permet de faire des choses qui étaient inenvisageables avant. Par exemple, de nouveaux choix, peut-être d'acquérir ou de développer de nouvelles compétences, mais aussi de nouveaux amis et de nouvelles relations. Tout ça va nous amener sur le chemin de la sérénité. À ce moment-là, on est en paix avec la perte, on vit l'ici et le maintenant. Voilà. Voilà le chemin de la courbe du deuil, qui est aussi la courbe du changement. Et vous avez vu là sur ce petit côté, là, entre la peur et la tristesse, entre la colère et la tristesse, il y a les marchandages. Alors les marchandages, ce sont des stratégies conscientes ou inconscientes que nous mettons en œuvre pour éviter la période difficile qui est en bas du processus. Donc là, on peut mettre des freins, on a des freins, on met des résistances, on fait marche arrière, on négocie avec nous-mêmes pour ne pas continuer à descendre la courbe. Voilà pour la courbe du deuil. Avec ce que nous vivons aujourd'hui, on peut avoir l'impression de passer par cette courbe plusieurs fois, parce qu'effectivement, on a pas mal de deuils différents à faire et ils peuvent être simultanés.
Laure Noila, dans son livre, dont vous avez les références sur le document que j'ai mis dans le chat, qui s'appelle comment rester écolo sans finir dépressif, parle des cycles de machine à laver de l'effondrement. Donc effectivement, cette courbe n'étant pas linéaire, et on a plusieurs deuils à faire en même temps, la plupart du temps, on a un peu l'impression d'être secoué dans tous les sens. Et voilà. Et donc là, on peut imaginer, je vais vous montrer un autre document qui est le cycle d'Hudson, qui est un autre modèle d'analyse et d'accompagnement au changement qui pourrait permettre d'essayer de travailler ce qui se passe aussi face à l'effondrement, qui n'est pas un modèle dont on s'est pour l'instant saisi dans ces circonstances, dans ce cadre, et donc qui est à étudier. Et donc je le présente pour que ceux qui veulent s'en saisissent et qu'on puisse justement avancer peut-être grâce à ce schéma-là. En général, c'est dans la phase 2, un peu à l'avant la phase 3, que l'on passe par la courbe du deuil. Voilà. En tout cas, quels que soient les modèles retenus, nous sommes tous amenés à vivre des émotions différentes selon les différentes phases que l'on va traverser. Et donc, moi, je vais vous parler des émotions maintenant. Excuse-moi, oui. Pauline, il y avait, parce que avant que tu passes sur les émotions, si rapidement tu peux revenir, parce que j'ai vu que dans le chat, il y avait 2 questions. C'est quoi les marchandages? Et puis, est-ce que vous pouvez réexpliquer le pardon? Si tu peux juste préciser ça. Ok. Alors, les marchandages, ce sont des stratégies que l'on met en place en restant bloqué, par exemple. Je vais revenir peut-être sur la courbe. On va rester bloqué, par exemple, sur la colère ou la peur, ou les deux. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur la colère? On peut effectivement rester en colère tout le temps et même se mettre à essayer de se débattre face à la situation actuelle, mais tout en restant en colère. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va venir être, soulageant pour nous. Mais c'est parce qu'on est à un moment où on est incapable de faire autrement. Hein. Donc, c'est normal. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose de bien ou de mal. Mais ça fait partie des étapes. On peut rester aussi dans nos peurs, on peut s'alimenter par exemple à longueur de temps, alors qu'on a déjà bien compris l'état du monde, on peut s'alimenter à longueur de temps par des informations encore plus anxiogènes, mais parce qu'on a peur, on n'a pas envie d'aller affronter la tristesse, parce que la tristesse, c'est l'émotion la plus difficile et la plus délicate à traverser, et c'est aussi celle qui est la plus longue à dépasser. Voilà, j'espère que pour les marchandages, ça vous suffit. Et la deuxième question, j'ai oublié Thierry, pardon. C'était sur le pardon. Sur le pardon, oui, effectivement, c'est souvent une étape que l'on zappe. Et du coup, on ne fait pas le chemin tout à fait en entier. En général, quand on est sur la phase de la colère, on est en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un, voire contre soi-même. Et l'étape du pardon, c'est de réparer cette colère, en fait, de ne plus être en colère, de ne plus chercher de responsable et de passer à autre chose, en fait, et de ne pas garder ces ressentis-là en nous. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je passe aux émotions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, c'est une manifestation qui est physiologique, tout comme pourrait l'être un réflexe. Donc, c'est dans notre corps. Donc, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Dans tous les cas, elles sont là. Alors, on peut les nier, on peut les refouler, mais le plus agréable à vivre quand même à long terme, c'est les accueillir et les écouter. Pourquoi les écouter? Parce qu'en fait, les émotions, elles nous parlent. Elles nous parlent de nous, elles nous disent quelque chose sur nous. En fait, ce sont nos boussoles, ce sont des indicateurs qui nous permettent de comprendre ce que nous font les événements, qu'est-ce qui provoque, et les situations aussi que nous vivons. Les émotions, ce sont des dispositifs physiologiques qui garantissent notre survie et qui sont aussi en rapport avec nos besoins. Alors ce soir, je vais vous présenter 5 émotions qui sont dites fondamentales ou universelles. Grosso modo, c'est ce que les chercheurs aujourd'hui admettent être les émotions que l'on vit tous et à tous les âges. Voilà. Ce sont les 5 que j'ai choisies, ce sont celles qui sont les mieux documentées à ce jour, que ce soit de la côté neurobiologie ou du côté psychologique.
Et vous allez voir, vous avez vu en bas, il y a des petits personnages que certains peut-être d'entre vous connaissent, et qui sont les personnages du film Vice Versa, qui est un super film pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les émotions dans notre petite tête. Voilà. Alors, la première que j'ai envie de vous présenter ce soir, c'est la première de la courbe du deuil. Donc, j'ai fait une petite fiche signalétique pour chaque émotion, histoire que vous aurez le diaporama après, hein, histoire que vous puissiez avoir des repères. Donc, la justice, en fait, elle est la colère, elle est provoquée par l'injustice, le sentiment d'injustice. C'est-à-dire que quand on sent que quelque chose n'est pas juste pour nous, et c'est pas la justice au sens des institutions, mais quelque chose qui n'est pas juste pour nous, eh ben, on va être en colère. Alors, on peut avoir des colères qui sont des petites colères ou des grandes colères. Petite colère, ça va être une frustration, par exemple. En général, quand on est en colère, on a une énergie qui est haute. Voilà, ça, c'est un point de repère aussi pour savoir dans quelle émotion on se trouve. L'énergie est importante. Les causes, donc je l'ai déjà dit, c'est qu'on peut nous avoir manqué de respect, on a bafoué nos valeurs, ou ce que je vais appeler les précieux, c'est-à-dire les choses qui sont non négociables pour nous. Ce qui est important pour dépasser une colère, c'est de pouvoir l'exprimer, de trouver une forme de justice, de trouver une forme de réparation. Donc souvent, ça nous fait rentrer en négociation. Donc le message de la colère, c'est pas juste. C'est un peu notre Calimero à nous, pour ceux qui connaissent Calimero. Ensuite, une autre des émotions dites fondamentales, c'est le dégoût. Alors, le dégoût nous signale quelque chose qui est toxique pour nous, quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et il se manifeste, ce dégoût, dans deux formes de situations. Un dégoût par rapport à ce qu'on va ingérer. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment une émotion fortement liée à ce que l'on mange ou ce que l'on sent aussi. Vous avez tous senti déjà de la viande avariée ou quelque chose de pas bon. Vous savez ce que c'est. Donc là, ça protège notre intégrité physique. Mais aussi, on peut avoir une forme de dégoût qui se développe lorsque on est confronté à des risques pour notre intégrité psychologique ou notre identité. On dit de quelqu'un de toxique, par exemple, ça peut générer du dégoût chez nous. Et donc là, pour dépasser cette émotion, il faut qu'on se protège de la toxine, qu'on s'éloigne de cette source ou qu'on la rejette, qu'on s'en détache, qu'on s'en démarque. Donc voilà, le message du dégoût, c'est pas bon pour moi. La peur, si j'ai peur, c'est que je perçois, ou bien que j'imagine, qu'il y a un danger pour moi. Alors, lorsqu'il y a un danger réel, c'est vraiment de la peur. Et la façon de dépasser cette peur, c'est de se mettre en protection, puisque c'est un besoin de protection, une menace, quelque chose de réel. Si vous avez un bus qui arrive sur vous, par exemple, vous allez vite traverser la rue ou vous arrêter et reculer pour vous mettre en sécurité. Donc, dans ces moments-là, on a besoin d'identifier ce qui nous fait peur. Et on a besoin d'exprimer dans un cercle de confiance, puisque ce n'est pas toujours un bus qui nous arrive dessus, d'être rassuré et de trouver un plan B pour ne plus avoir peur, pour nous mettre en sécurité. Et l'autre forme de peur, c'est l'anxiété. L'anxiété, un peu comme l'éco-anxiété d'ailleurs, c'est plutôt un danger qui est soit imaginé, soit projeté dans l'avenir. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même chose dont on a besoin. On a surtout besoin de revenir au présent, de prendre du recul, pour que ce danger, comme il n'est pas dans le présent, il n'existe pas encore en tout cas. Donc on n'a pas forcément besoin de la peur. La dernière émotion désagréable que je vous propose ce soir, c'est la tristesse. Donc la tristesse, on la reconnaît parce qu'on est vraiment dans une énergie qui est faible. Elle est la plupart du temps liée à un manque affectif. Ça peut être un manque de reconnaissance aussi, une perte, un abandon, quelque chose qui se vide de son sens, un manque de sens aussi. Ça peut générer de la tristesse. Là, vraiment, c'est pas toujours facile d'identifier la cause, mais c'est absolument important de le faire. Et puis aussi de pouvoir l'exprimer dans un cadre sécurisant et intime. Ça peut générer aussi de la créativité. On a besoin d'empathie, de consolation et d'acceptation.
Et puis après, de nouveaux projets pour pouvoir la dépasser, cette émotion désagréable et difficile. Et quand on est triste, en fait, on nous dit j'ai besoin d'amour. Voilà. Mais après, l'amour, ça peut être plein de choses. Et je passe à la joie. Donc, l'émotion agréable en soi. Donc là, on est en énergie haute. Le sentiment qui provoque la joie, c'est le sentiment de plénitude. Pardon. La joie, elle nous dit, ben là, je suis bien, ça me va bien. Donc, c'est surtout l'amour et les réussites, les aboutissements qui provoquent ça. Et quand je dis amour, c'est très large. C'est aussi j'aime ce que je mange, ça me provoque de la joie. J'aime des personnes, j'aime des êtres vivants, j'aime des paysages, j'aime rassasier ma soif de connaissance. Ça peut être beaucoup de sources qui génèrent, qu'on aime, qui génèrent de la joie. Et là, pour amplifier cette joie, on a besoin de la partager de façon expansive. On a besoin de prolonger les causes de cette joie et puis de la répéter, de la reproduire. Voilà les 5 émotions que j'avais envie de vous présenter ce soir. Évidemment, on n'a pas que 5 émotions. Ces émotions-là fondamentales se déclinent. On voit un petit peu là sur ce sont leur force, leur intensité. Puis aussi, elles peuvent se combiner entre elles. Par exemple, la honte, ça peut être un mélange de dégoût et de peur. Voilà, et puis elles se répondent les unes avec les autres. Et je vais passer la parole à Emmanuel qui va nous parler de cette richesse des émotions et de ce que nous pouvons en faire dans le cadre de sa façon d'accompagner avec l'Eco-Voice Dialogue. Merci à tous. Bonjour tout le monde et merci. D'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir parmi vous ce soir et puis pour vous partager l'Eco-Voice Dialogue. Alors, moi, je viens du monde des acteurs qui sont des spécialistes de l'agilité émotionnelle parce que c'est leur métier d'être agile avec leurs émotions. Et je suis aussi facilitatrice de Voice Dialogue, qui est une méthodologie jungienne qui est née aux USA et qui a été développée par les docteurs Alice Hydrastone, qui sont des psychologues et qui est utilisée dans le monde entier par des thérapeutes, des psychologues et des coachs. Et nous sommes un peu plus d'une centaine de praticiens en France. Et moi, je l'applique depuis plus de 10 ans pour les comédiens, pour développer leur intelligence et leur agilité émotionnelle. Et donc, en 2018, j'ai personnellement découvert par les récits, les ouvrages de Pablo Servigne, d'Aurélien Barraud, de Jem Bendel, bien sûr, et de beaucoup d'autres. J'ai découvert les effondrements qui arrivent et qui sont en cours, notamment ceux de la biodiversité, du climat, etc. Et je suis tombée, comme beaucoup d'entre vous ce soir, dans cette spirale, moi j'appelle ça plutôt une spirale émotionnelle, un tourbillon émotionnel. Alors je voulais juste partager mon écran pour vous montrer ce que c'est que cette spirale, mais moi j'ai juste cette image-là à vous montrer, que je vais vous montrer rapidement. Donc la spirale émotionnelle, ça donne ça. Donc c'est un peu différent de la courbe du deuil, mais on retrouve ces mêmes émotions et mais cette sensation de tourbillon, je ne sais pas si vous l'avez vécu vous aussi. Et donc, suite à ce tourbillon dans lequel je suis personnellement tombée, je me suis faite accompagner, bien sûr, mais comme je connaissais le voice dialogue pour les comédiens, j'ai évidemment appliqué cette technique de voice dialogue pour moi, pour m'en sortir. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé, parce que j'ai réussi à sortir au moins plus facilement de cette spirale, arriver à cet endroit de sérénité plus souvent que moins souvent, même si on fait plusieurs tours de machine à laver et de spirale, hein, on y retombe plusieurs fois et c'est jamais fini parce que les événements continuent. Maintenant, j'ai décidé de la partager à des gens qui aussi, pas seulement aux acteurs, mais aussi aux gens qui sont dans ces problèmes d'anxiété, de collapsalgie, comme le dit Charline. Alors, qu'est-ce que c'est que le voice dialogue? Le voice dialogue, on va d'abord les émotions, on considère qu'elles ne viennent pas toutes seules en voice dialogue.
on considère qu'elles sont apportées par ce qu'on appelle dans notre jargon les sous-personnalités, c'est-à-dire des petits personnages à l'intérieur de notre conscience, nos fameuses petites voix qu'on a dans la tête. Et donc ces petites voix dans la tête, elles viennent, vous les entendez sans doute, elles viennent donc nous parler et nous dire des choses qui sont très souvent contradictoires, parce que les émotions, elles arrivent dans ce tourbillon, les unes après les autres, mais elles sont, un jour ça dit une couleur et le lendemain, ça dit, même une heure après, c'est une autre couleur. Et en Voice Dialogue, on va apprendre à leur parler, à dialoguer avec elles, pour les honorer, pour les écouter, pour qu'elles s'expriment, ces voix, ces personnages intérieurs, et pour comprendre vraiment, un peu comme ce qu'expliquait Pauline, ce qu'il y a au bout du bout du bout, c'est-à-dire quand il y a une petite voix qui apporte une émotion avec une sensation physique dans le corps et puis quelque chose qui est vraiment des pensées qui ont un point de vue extrêmement précis, il y a au bout de cette petite voix, de ce personnage, une protection d'une vulnérabilité. Elles sont là pour nous protéger de vulnérabilité. Donc en Voice Dialogue, on va aller les interroger, et c'est un processus très structuré, et on va développer au centre un espace de lucidité, de conscience, et qui va nous permettre de sortir du tourbillon, de prendre un peu du recul, de devenir plus lucide. Et on va faire ça en allant voir des polarités, c'est-à-dire des oppositions entre différentes voix. Alors, comment ça se passe donc, par exemple, il y a la voix, on a parlé tout à l'heure du déni, mais il y a la voix du sceptique. Le sceptique, il arrive dans notre conscience et puis il va nous dire oh non, c'est faux, finalement, tout va bien, il n'y a pas vraiment de problème. Il apporte le doute, le déni. Donc ça peut être une voix. Et puis, Pablo Servigne, il parle aussi de l'aquaboniste. L'aquaboniste, il va dire à quoi bon faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, tout est déjà foutu. Donc, les Chinois, ils polluent bien plus que nous, ils émettent bien plus de CO2 que nous, les Américains aussi. Donc, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, il y a une émotion de désabusement. Donc, l'aquaboniste, il a une façon de nous dire c'est pas la peine que je m'en occupe, je ne veux pas voir le problème. Il y a aussi en opposition, il peut y avoir un optimiste à l'intérieur qui va nous dire non, ils vont trouver quelque chose, ils vont trouver des nouveaux métaux dans les astéroïdes, ils vont trouver un moyen de réfléchir la chaleur, ils vont nous sauver. Donc ça, c'est l'optimisme, l'espoir. Évidemment, quand on a aussi une autre façon de se protéger, ça peut être l'activisme. L'activisme, c'est il faut faire quelque chose, s'engager, recycler, devenir végétarien, manifester, signer des pétitions, faire des actions de désobéissance civile. Alors ça, c'est quelque chose qui nous sort des émotions de tristesse, qui nous sort des émotions de déni, qui nous sort aussi parfois de la colère, pas forcément, mais ça nous permet d'être dans l'action et ça nous donne de l'urgence, de l'espoir, mais il y a aussi parfois du désespoir parce que toutes les actions ne sont pas forcément suivies de grands résultats. Et évidemment, il y a le potentiel du rebelle. Le rebelle, lui, il va dire, ou elle, je dis lui, mais évidemment, bien évidemment, c'est lui ou elle. Le ou la rebelle va dire il faut détruire ce monde, c'est le capitalisme, il faut vraiment tout détruire. Donc là, on est dans les émotions de colère et de rage. Donc ça, c'est un autre personnage qui va nous permettre de sortir de la tristesse. Il peut y avoir le misanthrope. Le misanthrope, il va dire, moi je l'ai beaucoup vécu, ça, de toute façon tout est foutu, puis c'est la faute de tous les humains. Les humains, ils sont tous mauvais, je ne veux plus voir personne. Donc il y a le dégoût, ce fameux dégoût, ce désabusement. Et ça peut aller jusqu'au pessimisme, donc cette fameuse tristesse très profonde, voire déprime, voire désespoir, parce qu'on est confronté à on est confronté à notre mort, à la mort d'un certain environnement de la nature, de beaucoup d'endroits et d'autres humains. Il n'y a pas que les êtres humains, mais on est aussi confronté à notre propre mort. Et évidemment, il y a le coupable aussi, on en a parlé tout à l'heure, donc celui qui va dire c'est notre faute, c'est notre génération. Chaque fois que j'appuie sur la chasse d'eau, j'utilise énormément
d'eau et donc c'est ma faute ou je ne devrais pas acheter du plastique, etc. Et puis, il y a tous ces autres personnages, bon, les collapsologues, bien évidemment, mais ça peut aller, donc collapsologue, parfois, il y a des tendances de repli sur soi, voire de survivalisme. On va aller se protéger et faire des conserves et se retirer du monde pour se protéger, donc il y a un sentiment égoïste. Et puis, le collapsologue qui n'est pas forcément dans le survivalisme, qui lui aussi regarde, ou elle aussi regarde vraiment les effondrements en face et cherche parfois à se préparer de façon concrète. Donc je pense que là aussi, c'est des choses que certains d'entre vous peut-être connaissent. Chercher les renseignements pour savoir comment se préparer au mieux, de façon pratico-pratique. Et le transitionneur, c'est celui qui, ou celle qui pense qu'on va pouvoir créer un nouveau monde, donc développer, donc ça ce sont des émotions d'espoir, d'amour, de compassion, de partage. Donc là c'est on va créer un éco-village, on va faire des actions dans notre quartier, on va créer une nouvelle façon d'être en relation les uns les autres, etc. Et dans les exemples, alors c'est pas exhaustif, hein, il y a des milliers et des milliers de personnages intérieurs pour chacun, puisqu'ils sont créés par notre éducation et par notre culture, par notre parcours, par les façons dont on s'est développé dans notre vie. Et on n'aura pas chacun les mêmes personnages que la personne d'à côté, surtout si on n'est pas forcément dans les mêmes zones géographiques, les gens dans les villes, dans les campagnes, dans des pays plus ou moins industrialisés, développés, etc. Donc ces personnages sont des exemples non exhaustifs. Et moi, j'aime bien parler aussi du contemplatif serein qui, et ça, c'est beaucoup aussi dans la démarche de l'adaptation radicale, et aussi dans le travail de résilience que propose, par exemple, le travail qui relie. C'est la contemplation pour trouver cette sérénité par la méditation. Donc, on va être dans un personnage qui va se reculer un peu du monde, le regarder avec distance pour trouver cette sérénité. Alors, en voice dialogue, en éco-voice dialogue, on va aller les rencontrer à l'intérieur de nous, les incarner et sentir les différents tiraillements à l'intérieur de nous. Parfois, il y a un tiraillement de « est-ce que je vais à la campagne me retirer, soit pour faire le transitionneur ou le survivaliste ou la collapsologie, ou est-ce que je reste en ville et je continue à essayer de m'adapter dans le monde qui existe ?» Et ce tiraillement, il y a beaucoup d'entre nous qui le ressentent. Et au milieu de ce tiraillement, il y a un espace de conscience qu'on développe avec le voice dialogue, qui est un espace de lucidité, une prise de recul et un sentiment de plus grande sérénité. Donc ce travail se fait un peu avec des jeux de rôle, donc un peu comme pour les acteurs, mais c'est pas seulement jouer un rôle, c'est vraiment sentir et incarner à l'intérieur de soi ces personnages. Et ça se fait en atelier de groupe, de petits groupes, et aussi en session individuelle. Donc voilà un petit peu une façon de quoi faire avec ces émotions. C'est une proposition possible qui n'est pas trop dans l'introspection, qui est un peu plus ludique, que vous pouvez expérimenter. Et là, je vais repasser la parole à Pauline. Alors, on va passer en affichage galerie pour tout le monde, s'il te plaît, Nadège. Voilà, vous pouvez ouvrir, je vous invite à ouvrir vos caméras, qu'on puisse vous voir, nous aussi. Ça va être à votre tour de travailler, maintenant que nous avons travaillé. Voilà, et donc le premier atelier va durer 15 minutes. Vous allez être 5. Donc, je rappelle le cadre de ces échanges-là, bienveillance, non-jugement de ce que disent les autres, essayer de parler en jeu, sans dire tu, et rester dans le cadre des questions posées. Voilà, et s'il vous plaît, que quelqu'un essaye d'être le maître du temps. Voilà, donc cet atelier vous propose de répondre 3 minutes chacun sur les 2 questions. Où est-ce que je me situe aujourd'hui en termes émotionnels sur la courbe du deuil par rapport au risque d'effondrement? Ou
où se situent tous mes petits personnages internes, parce qu'ils ne sont pas forcément tous au même niveau de la courbe. Voilà. Et puis aussi, si vous avez fait déjà plusieurs tours de courbe du deuil ou du courbe du changement par rapport à l'effondrement, vous avez fait combien de cycles de machine à laver? Donc, on vous propose de laisser chaque personne répondre à ces 2 questions pendant 3 minutes chacune. Voilà, en sous-groupe. Et c'est à vous de jouer maintenant. Bon retour parmi nous. Alors pour ce premier atelier, ce que l'on va vous demander, c'est de bien vouloir écrire dans le chat ce que vous avez, comment vous vous sentez après cet échange en fait. Qu'est-ce que cet échange vous a apporté en termes de ressenti? Voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté? Passer la parole à Charline qui va introduire aussi le deuxième atelier. Alors, on va vous envoyer de nouveau dans des salles pour que vous puissiez partager maintenant par groupe de 3. Donc, vous partez pendant 15 minutes dans des salles, vous êtes par 3. Il y a 10 minutes où vous allez pouvoir échanger ensemble sur quels sont les outils, quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes qui sont les vôtres et qui vous permettent vraiment de traverser un peu les différentes émotions qui ne sont pas forcément très agréables et de vous remettre en mouvement. Donc, vous avez un premier temps d'échange à 3, 10 minutes. On reste dans toujours les mêmes logiques de bienveillance, de non-jugement. On s'écoute les uns les autres. Il n'y a pas besoin de commenter ce que disent les autres membres du trio. Et après, vous aurez 5 minutes pour prévoir un temps de restitution, pour sélectionner peut-être les pépites que vous avez trouvées, qui sont les vôtres, qui vous permettent de traverser un peu tout ça et que vous auriez envie de donner au reste du groupe. On va avoir un temps d'échange en plénière qui sera animé par Emmanuel, un temps de restitution. Bon, bon atelier. Bienvenue à tous. Alors, dans ce dernier atelier, vous avez pu partager vos pépites pour savoir les uns les autres comment retrouver le chemin de la joie ou de la sérénité. Est-ce qu'un groupe voudrait partager ce
qu'il a trouvé. Est-ce que quelqu'un voudrait en parler? Comment retrouver le chemin de la joie? Oui. Donc, on va commencer peut-être, je donne l'honneur à Sophie. Alors, dans le groupe dans lequel j'étais, en fait, on a eu des réponses assez riches à ces questions, qui étaient différentes aussi peut-être en fonction du temps depuis lequel on fait ce chemin. Voilà, on n'était pas tous avancés sur le chemin, on n'avait pas tous commencé voilà, depuis la même période de temps. Une première réponse, c'est la recherche d'informations, l'apprentissage, la connaissance. Donc pour voilà, sortir des dévotions négatives, apprendre, chercher à comprendre, s'informer, ce qui peut passer par différents moyens. Il y avait de l'action, alors plusieurs types d'actions, des actions dans nos vies individuelles, changer des choses dans nos vies individuelles. Et Thierry, qui était dans mon groupe, a d'ailleurs repris un des R qui était celui du renoncement. Il faut renoncer à certaines choses. Donc, il y en a certains d'entre nous qui ont déjà renoncé à certaines choses. On peut le faire d'une façon qui n'est pas du tout négative. L'action, ça peut être aussi rejoindre des collectifs qui agissent. Donc, il y en a parmi nous qui le font déjà, d'autres qui sont à un stade de réflexion pour aller faire ça, parce que retrouver du collectif aussi dans l'action, ça aide à retourner vers du positif. Et puis, bon, évidemment, moi, je trichais un peu, j'étais dans le groupe de Thierry. Alors, Thierry, il a essayé de synthétiser tout ça, et en discutant, moi, en l'écoutant, je suis assez d'accord avec lui. Reprenez les 4 R, la résilience, le renoncement, la restauration et la réconciliation. Et c'est vrai que pour sortir du négatif, ce sont des pistes qui peuvent être super intéressantes. La résilience, elle peut être individuelle, mais en fait, là, on cherche un chemin de résilience individuelle ce soir. Mais on voit qu'il passe aussi par le collectif, et donc ça, c'est intéressant. Le renoncement, je viens d'en parler, sans frustration nécessairement. La restauration, aller retrouver, ça pour moi, c'est de l'action aussi, des savoirs anciens. Par exemple, là, ça m'a frappé comme exemple, aller récupérer d'anciennes façons de faire et se rendre compte qu'elles étaient peut-être bien adaptées, donc avoir un respect aussi pour un certain nombre de choses anciennes parfois, et pas que la nature, mais aussi le travail humain ancien. Et puis la réconciliation, et ça, j'ai trouvé que c'était la partie la plus intéressante. C'est-à-dire que si on veut faire le chemin qu'on est en train de faire en allant vers de l'émotion positive ou en essayant d'en récupérer quand on se retrouve dans la colère ou la tristesse, c'est à un moment se rendre compte qu'on ne fera pas tout ça tout seul, qu'on va le faire avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord ou motivés par des chemins de résilience, par l'écologie, par tout ça. Et donc, essayer d'apprendre à faire avec eux et pas être en opposition systématique, parce que c'est trop dur, et y compris d'un point de vue psychologique, ça met sûrement dans des énergies négatives. Donc, je ne sais pas si c'est... Moi, cette histoire de pardon ne me parle pas du tout. Mais en revanche, comment je fais avec ces gens-là et comment je travaille avec eux et pas contre eux tout le temps. Voilà. Formidable, merci beaucoup, Sophie. Cédric, à toi. Merci Emmanuel. Donc moi j'étais en groupe avec Carmen de Lille et Cécile du Puy-de-Dôme. Donc en fait les propositions sur comment sortir des mauvaises périodes, en fait c'était très centré sur le care, en tout cas le soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Donc il y a quelqu'un qui a dit regarder des films et lire des fictions, mais reliés au monde ancien. C'est-à-dire tout ce qui est avant, je crois, je ne sais plus si c'est 18e ou 17e siècle. Et cette personne disait que, en fait, ça la réconfortait, que elle n'avait pas le sentiment de « Ah, j'aurais voulu vivre à l'ancienne », surtout que c'est une femme. Et à l'époque, ce n'était pas facile pour les femmes. Et donc, finalement, en tout cas, c'est ça, ça lui procurait du réconfort. Il y a aussi la danse, où le fait de se reconnecter sur soi et sur ses sensations, se consoler avec la musique, appeler une amie, aussi pendant les moments de déprime, ne rien se refuser, c'est-à-dire vraiment de prendre soin de soi, puis c'est ça, de se cajoler soi-même, mais pas nécessairement sur le côté émotionnel, oui, mais même pas nécessairement uniquement sur le côté émotionnel, sur le côté matériel aussi.
Il y a aussi passer du bon temps en famille ou avec les amis. C'est sûr qu'avec le confinement, c'est moins facile les amis, mais la proximité avec la nature, avoir des moments d'émerveillement, prendre chaque occasion de rire, de rigoler, de s'amuser, de saisir comme un moment précieux et qui a beaucoup de valeur. Et puis aussi être content de soi, être fier du chemin parcouru. Et en fait, on pourrait utiliser le terme de célébrer le chemin parcouru, parce que dans ce processus, il y a des pertes, mais il y a aussi du changement. On change et il faut être content du chemin qu'on a parcouru, des changements qu'on a acceptés et qu'on a opérationnalisés. Merci voilà, beaucoup, merci Cédric. de votre attention. C'est un beau témoignage, le care, la célébration, et j'ajouterai la gratitude, la joie, c'est très, très, très bon chemin. À vous. Très bien. Alors moi, j'étais dans un groupe avec Joanne et Fabien. Et donc, grosso modo, enfin, on a retenu 2 grandes choses, hein. Mais effectivement, on n'était pas forcément dans le même niveau d'émotion ou dans le même trajet. Et ça, c'était ça qui était intéressant. On a quand même distingué dans nos échanges quand même des choses qui relevaient de comment on sort et qu'on bouge entre les émotions, comment on sort d'un certain sentiment de solitude et comment on peut trouver du soutien. Alors, comment on peut concilier plein de choses et comment on navigue dans ces émotions-là. Et donc, du coup, l'idée était résumée un peu par Joanne, je crois que c'était bien, parce qu'elle avait une formule où elle cherche l'équilibre entre le cœur, la tête et les mains, c'est-à-dire l'intellectualisation, la recherche d'informations, être sachant aussi, aller chercher le savoir sur tout ce qui se passe et toutes les crises, etc., et ce qui nous entoure, allier avec le cœur, donc gérer ses émotions, et allier avec l'action, c'est-à-dire trouver un équilibre autour de tout ça. Et effectivement, on est plus ou moins tous à la recherche d'un équilibre, et voilà, pas forcément par le même bout. Et du coup, l'idée, c'est quand même que tout ça, ça ne peut pas se faire sans le collectif. On est obligé effectivement de travailler à l'intérieur de soi, sa transition, ses changements et s'aider soi-même quelque part, mais on ne peut pas faire tout ça, l'action ou gérer ses émotions sans les autres. Et que ce soit les proches, que ce soit des autres qu'on ne connaît pas, des manifestations, des engagements, c'est un des piliers qu'on a identifié et qui était commun, et je pense qu'il sera commun à beaucoup de monde. Merci beaucoup, Marie. Le lien avec l'autre, c'est tout à fait vrai. C'est très, très important pour reprendre ce chemin. Alors, il y avait Valérie Plume, qui avait levé la main. Valérie, à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir, Valérie. Alors, nous étions 3 avec Stéphanie et Véronique. Alors, nous, on a noté agir, écouter de la musique, voir des films fétiches, c'est-à-dire déjà connus et qui nous font du bien, comme La Belle Verte, par exemple, qui a été citée. Avoir des lectures aussi déjà connues et qu'on sait qu'ils vont nous ressourcer directement. Je ne cite pas parce que mon bouquin a été cité, donc ça fait un peu mégalo. Revenir à soi et regarder ce que ça réveille en nous, en fait, quand ça soulève ces émotions. Marcher, faire du qigong, du yoga, de la méditation. Et en fait, on était toutes d'accord par rapport à la question. La question précisément, c'était comment je passe du tout est foutu à l'espoir d'un monde nouveau, différent. Alors, nous, on pense que tout n'est pas foutu et on pense aussi qu'il serait trop idéaliste de croire qu'il va y avoir un monde nouveau, sympathique, qu'on va créer. Et on n'est pas, voilà, par rapport au nouveau récit, etc., on était un peu sceptiques. Et donc, c'est plutôt d'ores et déjà faire le deuil d'un monde d'après qui serait vachement plus sympa, ou en tout cas on apporterait des trucs plus, et dans le tout n'est pas foutu, il y a déjà des choses très chouettes qu'on vit et qu'on espère qu'on va pouvoir continuer à vivre, voilà.
Merci beaucoup pour cette note d'espoir, Valérie. Et donc, je vais le citer quand même, il y a le livre « Voyage en effondrement, un pire à éviter ou une période à vivre », qui est votre livre. Et donc, on va prendre une dernière personne parce qu'après, on donnera la parole à notre artiste ce soir. Donc, la dernière personne qui avait demandé la parole, à vous, Aurélie, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Aurélie. Et je vais faire très court. Nous, la pépite, c'est qu'on a vu que ça libère une énergie créative, en fait, créatrice, parce que ça enlève des peurs et des pressions. Au fond, on se dit, au fond, tous ces schémas qu'on nous a inculqués dès l'enfance, ces conditionnements, cette pression de la carrière, enfin, plein de choses qu'on peut nous mettre dans la tête, et en fait, ça s'effondre, ça n'existe plus, tout ça. Donc, ça laisse le champ à une grande créativité, une grande liberté d'inventer de l'intérieur de nouvelles ressources, voilà, et puis vivre pleinement chaque jour, en fait, voilà. Merci beaucoup, Aurélie. On arrive pratiquement au terme de cette soirée d'échange, d'écoute. Je pense que ça nous aide tous à faire un petit bout de chemin. Le chemin est toujours quelque chose qui est essentiel. Et en fait, je vais passer moi la parole à Pauline qui va nous présenter Walid. Alors, Walid Diban est un artiste que je qualifierais de multitalent, qui est spécialisé en art vivant. Il est basé à Toulouse et il va nous proposer une expression improvisée à partir de ce qui aura été semé tout au long de cette soirée. Walid, je te laisse la place. Merci. Je suis très content d'être avec vous, là, maintenant. D'avoir capté tout ce que vous avez dégagé, d'avoir été dans au moins un groupe. Ce que je vous propose, c'est, moi je vais me mettre en galerie, vous pouvez garder en intervenant, mais on est ensemble. Zoom, c'est un endroit où en fait on peut se voir, mais on peut aussi facilement se perdre en regardant la caméra. Donc vous pouvez réagir physiquement, bouger là où vous êtes, vous laisser aller à des mouvements, vous pouvez allumer vos caméras, jouer avec moi. On va prendre un petit temps ensemble où je vais juste laisser venir des parts de moi qui parfois s'expriment et ne sont pas toujours d'accord avec les autres parts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous réagissez, vous dansez de là où vous êtes. Je me lance mon propre chronomètre. Parce que je suis chronométré comme à peu près tout ce qui existe sur cette terre et que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, on m'arrêtera. Donc, autant que j'essaie de m'arrêter moi-même, mais je refuse complètement de m'arrêter moi-même parce que j'ai tant de choses où nous avons. Pourquoi dire je? Nous avons. Boum, pst, boum, de boum, pst, boum, pst, boum, de boum, pst, boum, pst, boum, de boum, pst. Boum, pst, boum, de boum, boum, pst, boum, de boum, pst. Je vous ai pas vu bouger. J'aimerais bien vous voir bouger. Boum, pst, boum, de boum, pst, 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 boum, pst, boum, de boum, pst.
C'est quoi toutes ces conneries? C'est quoi toutes ces conneries de conspirationnistes effrénés? Maintenant, on nous dit que le monde va s'effondrer, donc il faudrait s'adapter. C'est ça que l'on doit regarder en face, l'effondrement. Non mais on en est arrivé où? Depuis quand on doit regarder en face son propre effondrement? Mais jamais de la vie. À quel moment vous avez réussi à accepter ça? Votre propre effondrement. Non mais je rêve. Rien ne s'effondre. Je ne sais pas pour vous, mais Zara était ouvert, Monoprix était ouvert, Carrefour était ouvert. J'ai regardé la télé, tout le monde y était. Personne n'a disparu de la télévision, personne n'a disparu des magasins. Je ne sais pas pour vous, mais j'appelle pas ça un effondrement. Je vous signale que ma voiture roule toujours, hein, d'accord, que tout fonctionne absolument parfaitement. Et moi dans tout ça, je vous signale aussi que j'ai toujours un emploi, hein. Je travaille dans un labo de recherche dont le titre n'est pas encore exact. Effectivement, nous n'avons pas tous les moyens qu'il nous faut et donc on n'a pas pu mettre l'affiche, vous savez, sur la porte du labo. D'ailleurs, il n'y a plus de porte au labo parce que maintenant qu'il y a des travaux, en fait, nous sommes dans des KGB. J'ai quand même mon salaire, donc tout va absolument bien. Je vois pas où est-ce que vous voyez le problème. Donc, pas de problème, pas d'adaptation. Et surtout, pas de radicalité. Je regarde le temps passer autour de moi. Je regarde l'amour passer devant moi. Je contrôle ce qu'ils peuvent penser de moi. Je fais de ma vie un programme qui me rend sûr de moi. Ne fréquentant que des âmes en prison comme moi. Je ne vois pas les murs monter autour de moi. Et même si je m'y cogne à l'intérieur de moi, j'ai mal mais je me tais. À l'extérieur de moi, l'édifice de ma vie est un château de cartes. Quand le vent se lève, il cause ma perte. Le soir, je me rebelle en regardant le ciel. Pourtant, je fais souvent ce qu'on attend de moi. Et même si aucun choix ne vient vraiment de moi, je tiens toujours le coup, même si au fond de moi, je sens si bien qu'ici, c'est si loin de moi. Je sens si bien qu'ici, c'est si loin de moi. Je sens si bien qu'ici, c'est si loin de moi. Je sens si bien qu'ici, c'est si loin de moi. Je sens si bien qu'ici, c'est si loin de moi. Je sens si bien qu'ici, c'est si loin de moi. Je sens si bien qu'ici, c'est si loin de moi. Vous croyez que c'est vrai? On va tout perdre. Tout. Ça veut dire les forêts? On va perdre les forêts? Elles vont disparaître? Ça veut dire
Mes voisins, ils vont partir parce qu'ils ne pourront plus rester ici. Ça veut dire que je vais devoir changer. Est-ce que je peux avoir un enfant ici? J'ai rencontré une femme, je crois que je l'aime. Elle voudrait qu'on ait un enfant. Mais on ne peut pas avoir d'enfant. On ne peut pas survivre à ce qui va se passer. Comment? Je sais qu'elle va partir. Je sais qu'elle va partir si je ne lui fais pas un enfant. Mais je ne peux pas faire d'enfant. Ce monde est horrible. Ce monde est horrible. Il y a des gens qui meurent tous les jours. La politique s'est complètement effondrée. Ils nous mentent tous les jours. Ils nous assassinent de mensonges. On paye tous les jours. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon emploi. Je ne peux plus sortir de chez moi. Et j'ai même peur de... Je veux plus sortir de chez moi. Je veux plus les voir. Tous ces gens dans la rue, par terre, je veux plus les voir. Je veux plus... Pourtant, ils sont là, je les regarde. Une fois, j'ai donné une pièce à l'un, mais il y en avait 10 autres, je ne sais pas quoi faire. Elle veut un enfant, mais je ne vais pas lui donner. Parce que je ne peux pas faire un enfant dans ce monde. Ce monde, il est fini. Si ce monde est fini, comment tu fais un enfant? Je ne veux pas lui mentir quand il va naître. Voilà, je t'ai fait naître dans un monde. En fait, il est déjà fichu. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais qui doit décider si on peut vivre ou pas, si on peut avoir des enfants ou pas, si on a le droit ou pas, si c'est vraiment fichu ou pas? J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. Je vais faire un autre monde. Oui, c'est ça. Je vais faire un autre monde. Ce monde, il me plaît pas, j'en fais un autre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est même pas la peine d'essayer de continuer dans ce monde tel qu'ils nous le disent. J'en fais un autre. Je rencontre des millions d'autres personnes et on fait un autre monde. Et puis comme ça, on recommence absolument tout. Parce que, au final, c'est ça qui est intéressant. Tout refaire. Ça marche pas. Tout est un et rien. Rien est tout. Les particules, les atomes, la matière, la gravité, la planète, les autres, la lumière, l'énergie. Tout est un est tout. Regarde, tout est tout le temps là, qui se refait sans arrêt, avec nous ou sans nous. Et si tout se refaisait
avec nous. Et pas sans nous. En fait, je peux décider d'y être, d'être là. C'est pas grave. Ça change. Tout change. Je peux regarder ce qui change en face et être là, sans mourir entièrement. Oui, je meurs, mais pas entièrement. Je peux être là. Je peux rester là. C'est pas grave. Oui. D'une façon ou d'une autre, nous naissons, nous vivons, nous mourrons. Mais entre tout ça, que des surprises, que de l'inattendu. Je croyais que ma vie était toute tracée et je dois sans arrêt la réécrire. Et on doit tous ensemble la réécrire. On peut la réécrire. Est-ce que vous voulez réécrire sans arrêt nos vies ensemble? Vous êtes là. Montrez-moi. On peut réécrire nos vies ensemble sans arrêt. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est beau. Réécris ta vie avec moi. Merci. Je crois qu'on peut ouvrir tous nos micros pour applaudir. Bravo. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci. Je pense que nous sommes arrivés du coup au terme de cette soirée. Il est toujours possible de venir rediscuter aussi de tout ça avec des personnes qui sont déjà dans le mouvement de l'adaptation radicale, des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui ont conscience que nous sommes dans ce processus d'effondrement et qui cherchent à retisser les choses de telle sorte qu'on puisse trouver la résilience à la fois individuelle, collective et échanger les bonnes idées pour grimper sur, je dirais, le côté positif en quelque sorte de la courbe, hein, même s'il n'y a pas d'émotion négative. Hein, chacune de nos émotions nous dit quelque chose de ce qui se passe et de nous-mêmes par rapport au monde. Mais aller du côté de la joie, je pense que c'est toujours quand même quelque chose qui nous emplit effectivement de vivance. Voilà. Bon, on va laisser parler Julien alors. C'était un petit peu effectivement comment on continue ensemble après. Donc il y a les web papotages à peu près tous les jeudis à 21h. Hein. Sur le groupe Facebook, c'est rappelé. Il est aussi possible de s'inscrire avec des rappels par mail. Hein. Il y a plein de choses qui s'organisent de plus en plus sur différentes thématiques et aussi au niveau local parce qu'il y a donc là malheureusement une actualité sanitaire qui nous oblige à beaucoup nous réunir en visio, mais il y a la volonté dès que c'est possible de décentraliser un peu plus et de se voir aussi un peu plus en vrai et donc d'avoir les groupes locaux de l'adaptation radicale ou en tout cas des espaces de rencontre sur le terrain. Donc ça c'est... Si vous laissez vos coordonnées ici et là en voyant passer différents mails, différentes sollicitations, vous serez guidé petit à petit. Et puis on attend beaucoup les énergies contributrices des uns et des autres. Si vous avez des idées pour lancer des nouvelles initiatives ou si vous avez des idées pour faire avancer des trucs qui existent déjà, on est bienvenu, on est accueillant, on essaie d'être à l'écoute de tout ce qui est possible et de trouver comment tout ça peut s'imbriquer et comment on peut faire les bonnes connexions. Voilà.
Bon, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier tous de votre présence et surtout de vos contributions dans les ateliers, parce que ça, je dirais, tous ces échanges nous nourrissent tous. Il nous reste aussi, encore une fois, à remercier Waïd d'avoir eu cette expression généreuse. Voilà. Bon, merci Waïd. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci Cynthia, tout ça. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt.